et bienvenue dans cette session des Journées de l'économie. Il est 11 heures et je pense que nous pouvons commencer et que nous avons de nombreux participants qui nous ont déjà rejoints. Les participants se souviennent peut-être que l'année dernière, nous avions présenté une session sur la mobilité des voyageurs et sur la mobilité en période de pandémie, de démobilité. Donc cette année, avec quelques intervenants identiques, mais aussi deux nouveaux intervenants, nous allons évoquer l'ensemble des mobilités, y compris le transport de marchandises, et nous allons regarder ce qui pourrait se passer en termes de décarbonation. Donc, je vais partager mon écran comme ceci. Voilà, donc nous avons quatre intervenants qui vont se succéder dans l'ordre indiqué. Constance Maréchal de France Logistique, Jean Coldefy, Atec ITS, Frédéric Bavrez de Keolis et Cécile Maisonneuve de l'Institut Montaigne. Si nous revenons à la question de base, le quoi qu'il en coûte s'appliquera-t-il à la décarbonation des transports? Le titre n'a pas seulement été choisi parce que l'expression quoi qu'il en coûte est à la mode, c'est parce qu'on sait bien que la décarbonation des transports est un défi majeur et un défi qui sera coûteux. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil à ce document fourni par les comptes transport de la nation, où l'on voit très bien que depuis le protocole de Kyoto, c'est-à-dire 1992, la France a réduit sensiblement ses émissions de CO2, 548 millions de tonnes en 1990, 445 en 2018, mais le secteur des transports est mauvais élève de la classe, puisque dans le protocole de Kyoto, on s'était engagé à tomber à un niveau de 100 millions de tonnes en 2020. Or, nous étions à 137 millions de tonnes en 2018. Donc, c'est le seul secteur qui a augmenté ses émissions. Alors, elles diminuent un tout petit peu depuis quelques années, si je ne prends pas en compte la pandémie, mais beaucoup moins vite que nécessaire. Et le nécessaire, c'est cela. C'est-à-dire ce qu'on On ne voit pas ton document, excuse-moi. Alors, il doit apparaître là. Est-ce que vous le voyez? Non. Bon, alors, comment se fait-il que ça ne fonctionne pas? Alors, excusez-moi, je vais revenir sur la réunion Zoom. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, alors, écran partagé. Oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que là, ça fonctionne mieux? Est-ce que vous voyez le document? Oui, c'est bon? Voilà, donc, excusez-moi. Donc, ce que nous devons faire, vous le voyez, c'est quelque chose qui est une rupture complète entre ce qui s'est passé depuis le protocole de Kyoto et ce qui se passe aujourd'hui, puisque si nous prolongeons la tendance des dernières années, vous voyez que ce sont les pointillés gris qui sont au sommet, on n'est pas du tout dans la tendance souhaitée, puisque la stratégie nationale bas carbone, ce qu'on appelle SNBC, elle prévoit que nous fassions pratiquement une décarbonation complète à l'horizon 2050, c'est la courbe en pointillé orange, et pour atteindre ce seuil, il faudrait déjà, en 2030, retomber à un niveau d'à peu près moins 28% par rapport à 2015, ce qui est une rupture de tendance complète. Et je précise que pendant la pandémie, on était pratiquement sur cette tendance-là, mais depuis que l'activité économique a repris, nous ne sommes pas du tout sur l'orientation de ces pointillés. Donc, il va falloir, si l'on veut tenir les objectifs, il va falloir prendre des mesures sans doute compliquées. Et ce dernier slide, avant d'introduire mes collègues, résume ce que nous appelons l'identité de Kaya, du nom du chercheur japonais qui a développé ces 5 leviers dans les années 90. Et on peut les résumer en fait en deux grands types de leviers. Le changement technique, on peut y arriver par le changement technique. Précisons que c'est sur ce point-là qu'insiste beaucoup aujourd'hui à la fois le Green Deal de l'Union européenne et le programme français de stratégie nationale bas carbone, en agissant sur l'efficience des moteurs et les sources d'énergie. L'efficience des moteurs, on l'a déjà fait, puisque les moteurs thermiques aujourd'hui consomment beaucoup moins aux 100 km qu'ils le faisaient il y a 20 ou 30 ans, mais on sait que cette efficience des moteurs a été en grande partie mangée par l'augmentation du poids des véhicules. Un véhicule de moyenne gamme aujourd'hui pèse à peu près 2 fois plus lourd
que ce qu'il pesait il y a une trentaine d'années, notamment pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de confort, de puissance, voire le développement des SUV. Et on voit bien que l'efficience des moteurs ne suffit pas. N'oublions pas qu'il y a moins de 10 ans, le ministre du redressement productif vantait encore les moteurs diesel français en considérant qu'ils consommaient moins que les moteurs essence et que c'était un moyen de décarboner. Eh bien, ça, c'est sans doute faux. C'est pour cela que le point qui domine aujourd'hui, c'est l'électrification des véhicules ou le passage à l'hydrogène et à toute source d'énergie renouvelable, le nucléaire étant ou non introduit là-dedans. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui d'électrification du parc automobile qui est en marche, mais en marche d'ailleurs moins rapide que ce qu'on pouvait espérer. Et donc, on voit bien que le changement nécessaire pour la décarbonation va être obligé de s'intéresser au comportement avec 3 variables clés. Une variable qui est le partage modal. Je vous rappelle que le Grenelle de l'environnement 2007-2008 s'était donné comme objectif un partage modal beaucoup plus favorable au transport collectif de marchandises, de voyageurs. Les résultats n'ont pas été à la hauteur souhaitée, même s'il y a eu quelques améliorations, pas dans le domaine des marchandises d'ailleurs. Donc, est-ce que l'on peut améliorer le partage modal en faveur des modes moins émetteurs? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut améliorer le taux de remplissage? Mais ce taux de remplissage, il s'agirait d'inverser la tendance, puisque depuis 20 ans, le taux de remplissage des voitures particulières diminue. On a de moins en moins de personnes par voiture. Donc, est-ce que le covoiturage pourrait infléchir encore une fois la tendance? Et puis, finalement, faut-il aller jusqu'à réduire carrément la demande de déplacement, jusqu'à réduire la mobilité des personnes et des marchandises? Voilà donc toutes les questions que nous allons poser à nos intervenants. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Constance Maréchal-Dereux de France Logistique et qui va maintenant partager son écran et d'abord présenter France Logistique et puis se présenter elle-même avant d'expliquer ce que nous pouvons faire dans le fret. Voilà, Constance, vous avez la parole. Merci Yves. Bonjour à tous. Donc, Constance Maréchal-Dereux, directrice de France Logistique. Je vais faire une présentation très rapide de ce qu'est France Logistique parce que, comme le disait Yves Crozet, c'est peut-être la première fois dans ces journées économiques que le monde des marchandises est représenté. Donc, en tout cas, il y a peu de chances que vous connaissiez France Logistique avant de rentrer dans le vif du sujet de la décarbonation. Et d'autant plus que France Logistique est une association récente qui a été créée en janvier 2020 et qui vise à regrouper l'ensemble des acteurs de la filière transport et logistique. Donc, on est sur l'idée de porter une vision globale des chaînes et nos membres représentent ces différents maillons de la chaîne, aussi bien les stocks et les flux, parce que les flux, le transport, le fret, c'est entre 2 stocks, donc les entrepôts ou les magasins ou les usines, etc. Et donc, nous représentons les différents maillons de la chaîne, que ce soit aussi aux différents échelons géographiques. On s'intéresse aussi bien au transport, à la mobilité des marchandises à l'international que dans les villes au titre de la logistique urbaine et pour toutes les marchandises. Et la spécificité de France Logistique par rapport à nos membres, c'est d'être notamment l'interlocuteur des pouvoirs publics. Dans l'idée qu'on est sur un secteur qui est profondément privé, c'est transport de marchandises, c'est du B2B en grande majorité, mais on doit pouvoir travailler avec les acteurs publics pour améliorer encore le fonctionnement du transport et des marchandises, du transport de marchandises en France. Je ne vais pas détailler toute cette slide, vous retrouvez si vous voulez plus d'informations sur notre site internet. France Logistique travaille aussi bien sur l'ensemble des enjeux RSE, on va dire, du transport de marchandises, son image, la compétitivité, les enjeux écologiques qu'on détaillera juste après, avec un focus sur la logistique urbaine, des questions de compétences et de planification dans les territoires, parce que comme je le disais, le transport, c'est entre 2 stocks et les stocks, c'est profondément inclus dans le territoire, en plus évidemment des infrastructures qui sont elles-mêmes territorialisées. Sur le sujet des mobilités, donc spécifiquement de la décarbonation des mobilités marchandises, donc un peu dans la chose que ce qu'a dit M. Crozet pour rappeler quelques enjeux, quelques chiffres. Donc le premier graphique sur la gauche, c'est le poids de la partie marchandise dans les émissions du transport intérieur. Alors, on va ce que en gros, les 22%, c'est l'essentiel du transport de marchandises, même si on y inclut le bus et le car. Donc, ce n'est pas que du transport de marchandises. Et dans les véhicules utilitaires légers, il y a aussi une partie
de marchandises. Par exemple, quand un artisan, un plombier utilise son véhicule ultra-léger pour aller faire une intervention, en même temps, il se transporte lui, donc c'est du transport de voyageurs, mais il y a une partie dans l'arrière du VUL, en général, il transporte les marchandises dont il a besoin pour tenir son activité. Et il y a également aussi du transport en véhicule ultra-léger qui, pour le coup, est uniquement du transport de marchandises dans les villes. Par exemple, les approvisionnements en pharmacie sont, par exemple, majoritairement faits en véhicules ultra-légers. Et on compare le graphique de droite, c'est la part modale du transport de marchandises. Donc, ce qui est globalement en gris, c'est le monde de la route. Ce qui est en bleu, c'est le fer et le fleuve, et en orange, c'est l'oléoduc. Et on voit effectivement une grande majorité, près de 90% du transport de marchandises qui est fait par la route. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer la partie, les modes routiers massifiés que sont le camion avec le mode routier démassifié que le VUL. Sur le graphique, on est de l'ordre de plus de 80% du routier qui est fait par 90% du routier qui est fait par les camions contre moins de 10% par les VUL. Et quand on compare, alors encore une fois, c'est pas exactement comparable parce qu'il y a aussi un peu de voyageurs. En termes d'émissions, on se rend compte quand même, ça met en avant que le camion lui-même est bien un outil de massification parce qu'il fait beaucoup plus de trajets que le VUL, mais on est sur des montants d'émissions qui sont du même ordre de grandeur. Et je voulais aussi, par cette slide, montrer que les acteurs de la marchandise ont déjà fait des efforts. Ils doivent continuer leurs efforts et on verra après sur comment faire leurs efforts. Mais on est déjà sur des acteurs qui sont impliqués et qui veulent continuer ensemble. Un petit point aussi, d'ailleurs, donc je me félicite à nouveau que l'enjeu marchandise soit inclus dans cette table ronde, c'est que la mobilité marchandise a longtemps été parent pauvre parce que la palette, le côte libre ne vote pas contrairement aux passagers. Et donc, on est sur des enjeux où on a un peu de retard, notamment dans la prise en compte par les pouvoirs publics et par les acteurs, constructeurs, etc., de l'enjeu marchandise, parce qu'on ne pouvait pas tout faire et que la priorité historique était donnée aux voyageurs. Et donc, sur les marchandises, on est encore souvent sur des objectifs assez théoriques et on doit accélérer, améliorer le travail sur comment faire concrètement. Sachant que sur les moyens pratiques des marchandises, il y a des similarités avec les voyageurs, mais il y a aussi des différences qui imposent d'avoir une réflexion spécifique. En similarité, par exemple, comme en voyageur, le train, c'est mieux que le massifié route et qui est lui-même mieux que l'éclaté route. Et donc, le train, c'est mieux que le camion qui est lui-même mieux que le VUL, comme train, bus, voiture. Mais il y a des différences majeures qui sont notamment qu'on est, comme je le disais, dans un secteur B2B avec moins de financement public. Et on a des poids, des tailles et des besoins d'autonomie dans les véhicules qui sont un peu différents de ce qui se passe en voyageurs, hormis bus et car. Avec des véhicules qui ont tendance à tourner quand même beaucoup plus d'heures par jour qu'une voiture individuelle. Je voulais à nouveau insister sur le fait qu'on est sur une filière qui est très engagée. Il y a déjà plusieurs programmes, notamment de l'ADEME, qui accompagnent les acteurs dans leur décarbonation et sur lesquels les acteurs sont très actifs. Donc, j'ai cité les programmes EVE, le programme Interlude dédié à la logistique urbaine et un programme qu'on espère est en cours d'élaboration qui pourrait voir le jour en 2022 dédié au report modal. C'est les différents aspects de la transition écologique de la marchandise. De façon générale, et c'est ce que je vais développer juste après, les trois grands leviers qui reprennent ce qu'a cité Yves Crozet sont réduire, massifier ou mutualiser et motoriser la partie technologique. Donc, le premier levier sur comment réduire les distances de transport en quelque sorte. La première volet, c'est de diminuer les volumes à transporter. Là, les acteurs des chaînes logistiques sont largement dépendants de leurs clients, que ce soit les industriels, les commerçants, pour avoir c'est pas eux qui maîtrisent les volumes à transporter, ils les transportent, mais c'est pas eux qui les créent. Et donc on attend de voir ce que donneront nos clients. Et ce que je voulais aussi signaler, c'est que la crise sanitaire l'a montré, on peut dans une certaine mesure réduire la mobilité des personnes, que ce soit avec le télétravail ou avec un moindre déplacement, partir en vacances, etc. Il est plus difficile de réduire la mobilité des marchandises parce qu'on aura tous besoin de manger, on a tous besoin de se soigner et que même dans certains cas, en réduisant la mobilité des voyageurs, ça conduit à augmenter la mobilité des marchandises. C'est le cas du e-commerce où on a remplacé un transport où les voyageurs, les consommateurs allaient au magasin
donc qui était un transport considéré comme transport de voyageurs, par un transport de marchandises où les magasins font des tournées et livrent les marchandises aux consommateurs. Il y a toutefois des capacités de réduire à volume transporté les distances à parcourir, qui serait de rapprocher les stocks des flux. Donc, on peut faire évoluer la production. Si on produit plus en France qu'à l'autre bout du monde, globalement, il y aura moins de kilomètres à produire. On peut aussi rapprocher donc, non seulement la production, mais aussi les stocks. Donc, si au lieu de stocker les entrepôts, parfois à l'étranger, on les stocke en France, il y aura a priori moins de kilomètres à parcourir quand c'est pour desservir la France. Et un autre exemple que je reciterai une autre fois, mais qui est central, on peut essayer d'augmenter à distance totale équivalente, augmenter le nombre de kilomètres massifiés à parcourir et diminuer le nombre de kilomètres en véhicules éclatés qui polluent plus, par exemple en rapprochant des centres-villes l'entrepôt le dernier entrepôt avant la livraison urbaine. Donc, je ne vais pas le détailler ici, mais dans la partie internationale, je vais indiquer que de notre côté, du côté des acteurs logistiques, on est très favorable à tout ce qui améliore la compétitivité de nos portes françaises, parce que ça permet justement, pour les produits à destination en provenance de la France, de réduire le nombre de kilomètres. Donc voilà, le premier levier, c'est vraiment la réduction du nombre de kilomètres ou la réduction des volumes à transporter. Le deuxième grand volet, c'est à kilomètres, à distance équivalente, de massifier, mutualiser les flux pour utiliser des modes moins polluants. Donc, comme on l'a dit, évidemment, on a, et ça c'est très connu, les modes massifiés qui consomment moins que le mode routier. Donc, les acteurs, y compris les acteurs du routier, sont favorables et portent tout ce qui peut permettre de développer ces modes massifiés en complémentarité du mode routier. Et on est convaincu, de notre côté client, utilisateur de ces modes massifiés, que l'augmentation des modes massifiés passera par une meilleure offre client de ces modes-là, en construisant des solutions logistiques qui répondent aux besoins des clients, le besoin en compétitivité. Par défaut, le mode ferroviaire ou fluvial, en massifiant justement, il rentabilise le conducteur qui, au lieu de tirer l'équivalent d'un container, en tire plusieurs dizaines. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une compétitivité économique des modes massifiés. On doit travailler sur le sujet, on doit la valoriser. Et il faut aussi les autres besoins des clients, par rapport, surtout en comparaison avec la route, qui reste, comme on l'a vu, le mode de comparaison. Il faut travailler sur la fiabilité et la fluidité des modes massifiés. Et pareil, sur ces modes-là, un des gros enjeux et un des leviers sur lesquels on doit pouvoir s'améliorer, parce que les produits sont massifiés nativement à ces endroits-là, c'est sur la desserte des ports. Car les modes massifiés, ça marche bien quand il y a beaucoup de volume d'un coup. Et c'est vrai que les ports, quand on voit la taille des gros bateaux, à minima, côté bateau, ils sont massifiés. Donc, il faut travailler. C'est un endroit où il est probablement plus facile d'utiliser les modes massifiés, parce qu'au moins une moitié des deux bouts du flux est massifié, qui est le port. Et d'ailleurs, il faut aussi probablement améliorer la massification de l'autre côté, hormis le port, en développement des grandes plateformes logistiques. Et c'est ce que je disais avant, on ne peut pas ne pas lier les flux et le fret à la localisation des stocks, parce que le fret, c'est intrinsèquement un trajet entre deux stocks. Et évidemment, on est favorable à tout ce qui permet de garantir le modèle économique des modes massifiés, avec les annonces récentes du gouvernement sur la stratégie de développement du fret ferroviaire qui vont exactement dans le bon sens. Un point qui est souvent mis en avant, mais sur lequel il faut avoir en tête que les capacités de décarbonation sont moindres que peut-être espéré, c'est sur optimiser le remplissage des véhicules. C'est déjà l'optimisation des flux, c'est déjà le cœur de métier des acteurs du transport et de la logistique. On est sur des métiers à faible valeur, à faible marge, et pouvoir mettre un colis, une palette de plus dans un véhicule quel qu'il soit, ou ne pas l'avoir, ça tue ou ça double la marge de l'entreprise. Donc, c'est déjà le cœur du métier des acteurs d'optimiser leur remplissage. On doit pouvoir faire encore mieux, mais je ne l'ai pas mis en premier, parce qu'il faut avoir conscience, contrairement à ce que pensent certains, qu'on ne fait pas déjà, on ne met pas déjà sur la route des camions avec une seule palette, parce que ça serait perdre de l'argent. On est déjà sur quelque chose, c'est déjà le cœur de métier. Et comme je l'ai déjà indiqué aussi, il faut garder en tête que
Il faut évidemment, et voilà, je l'ai mis en premier dans les leviers, c'est travailler sur les modes massifiés, mais que ces modes massifiés, même s'ils atteignent leurs objectifs et ce qu'on souhaite, qui sont très ambitieux, le transport routier restera majoritaire. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 89%. Et si les modes alternatifs doublent, on a un transport routier qui restera majoritaire à 75%. Et donc, si on veut décarboner l'ensemble de la mobilité marchandise, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ces 75% qui resteront. Et donc, c'est justement ma slide suivante sur la partie transport de routier. L'enjeu majeur, comme j'ai déjà indiqué un petit peu la mutualisation, mais on peut faire encore mieux, évidemment, mais il faut partir du principe que c'est déjà en grande partie fait. Le levier majeur pour les années à venir, ce sera la motorisation, les solutions techniques, comme le disait M. Crozet, avec, pareil, comme je le disais en introduction, il faut partir du principe qu'on est sur un sujet qui n'est pas encore aussi bien traité que sur celui de la mobilité voyageur, avec parfois avec un décalage entre un discours et des objectifs très, très ambitieux, mais un travail sur les solutions techniques pour y arriver qui n'est pas forcément encore au niveau de ces discours ambitieux, et en tout cas en termes de timing et de délai. On est sur des solutions qui sont encore multiples, qui sont parfois encore incertaines, et que ce soit en termes économiques et techniques, sur lesquels il faut encore travailler. Et la difficulté, c'est qu'il faut faire attention à poursuivre ces travaux techniques et bien faire matcher les objectifs politiques avec les solutions techniques pour éviter que, trop pressés, les acteurs aillent vers une solution qui est peut-être disponible tout de suite maintenant, mais qui n'est peut-être pas la meilleure des solutions écologiques et celle d'avenir. Et une fois même si un transporteur routier il change son véhicule tous les 7 ans environ, s'il a investi maintenant dans un véhicule, il ne va pas changer dans 2 ans parce qu'on lui aura dit « Ah bah oui, vous avez changé tout de suite parce que c'était la solution qui était disponible, mais en fait, ce n'était pas la bonne. » Une fois qu'il a acheté, il ne peut pas changer. Voilà. Donc, il faut faire attention à bien travailler sur des solutions et donner une visibilité pour assurer que l'ensemble des acteurs, que ce soit les transporteurs, mais aussi les acteurs des énergéticiens, etc., sur les bornes et l'avitaillement, investissent bien directement sur les bonnes solutions. Et pour ce faire, on se félicite que le gouvernement ait mis en place un groupe de travail dédié qui regroupe l'ensemble des acteurs, donc les pouvoirs publics, les constructeurs, les énergéticiens, les transporteurs, les chargeurs, parce que c'est les donneurs d'ordre et probablement à la fin tout ça va coûter cher, donc ils devront payer, pour justement qu'on essaye de mettre à plat les différentes solutions techniques en fonction des différents types de véhicules, des contraintes, voilà, des usages, entre quand on fait de la ville, quand on fait de la longue distance, ce n'est pas les mêmes, pour construire ensemble et donner de la visibilité ensemble sur les solutions. Et les premiers constats de ces travaux, c'est qu'effectivement, c'est plus compliqué qu'en voyageur, parce qu'on n'est pas que sur des petits véhicules et on est sur des usages, des véhicules qui parfois tournent pas tout à fait 24 heures sur 24, mais presque, et qu'il y a une grande différence entre les petits véhicules petite distance, où là, c'est assez similaire à la voiture. Donc, on sait ce qu'il faut faire, c'est aller sur la batterie et on y va directement. Donc là, comme pour la voiture, il faut accélérer sur les flottes et sur les voitures et sur les prises. Sur les véhicules gros et ou longue distance, c'est plus difficile parce que la solution d'avenir, il y en a plusieurs sur la table. Est-ce que c'est l'hydrogène? Est-ce que c'est la route électrique? Est-ce que c'est de la batterie? Est-ce que c'est le biogaz? Il n'y a pas chacune a ses avantages, ses inconvénients. Il n'y a pas de consensus qui apparaît en tout cas aujourd'hui très clairement. Et comment on y va? Est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on passe par une solution intermédiaire de transition parce que certaines de ces solutions ne seront pas prêtes de façon massive avant 2030? Ça aussi, c'est encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Sachant ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on change toute la partie véhicule, ça peut aussi avoir des impacts importants sur les organisations logistiques. Par exemple, si la recharge prend du temps, peut-être que les véhicules ne pourront plus tourner parce que les chauffeurs se relayent 24 heures sur 24. Donc, peut-être qu'il faudra changer un véhicule par 2 véhicules. Pareil, s'il y a une énergie, si ce n'est pas les mêmes énergies qui font la ville et qui font la grande distance, aujourd'hui, l'avantage du diesel, pas beaucoup d'inconvénients, mais c'est qu'il permet tout. Donc, pareil, est-ce que ça voudra dire qu'on remplace un véhicule qui peut tout faire par 2 véhicules, un qui sera plutôt faire la ville, un qui fera plutôt de la grande distance? C'est vraiment les conséquences derrière sont très importantes pour les acteurs et méritent d'être réfléchies, et donc il n'y a pas encore toutes les solutions. Donc ce qu'on pousse, nous côté client, c'est faut poursuivre ces travaux qui aujourd'hui sont des travaux français. Il faut les porter au niveau européen
parce que voilà, on n'a pas de constructeur français de camions, que les véhicules circulent au niveau européen, donc on doit voilà, partager les bonnes expériences avec nos voisins, et qu'on a notamment en plus un cadre en cours de discussion avec le paquet Fit for 55 qui doit stimuler ces travaux, mais encore une fois, faisons attention à nous assurer qu'on a les solutions techniques, aussi bien technologiques, économiquement voilà, viables, pour assurer des objectifs qui sont très ambitieux. Et peut-être juste, je voulais mettre un dernier slide sur tous ces aspects-là, aussi bien voilà, réduire, mutualiser, massifier et motoriser, faire le focus au niveau de la logistique urbaine, parce que c'est un point sur lequel les enjeux apparaissent particulièrement prégnants en ce moment. Tout d'abord, alors quelques petits rappels, comme je l'ai fait de façon générale. Attention, la logistique urbaine, ce n'est pas que le colis e-commerce, c'est aussi l'approvisionnement en fûts de bière des cafés, des cantines, des hôpitaux, les chantiers de travaux publics. Ce n'est pas que la motorisation, c'est tout un échelon aussi. Voilà, c'est stock et flux, où est-ce qu'on place les entrepôts, les questions de stationnement, les règles de circulation. C'est quelque chose, pour le coup, notamment par l'émergence du e-commerce, qui monte politiquement, alors qui vient en général par les nuisances. Et certains disent on enlève les camions puis tout ira mieux. Bon, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, pour approvisionner les magasins, le train ou le fleuve vont rarement au pied du magasin, donc on a quand même besoin voilà, du camion, et ça peut permettre de rentrer justement, d'aller un peu plus loin que ces idées reçues et de rentrer dans un vrai travail technique sur le sujet. Comme je disais, on ne peut pas ne pas travailler sur le fret et la logistique urbaine sans regarder le foncier, parce que c'est absolument lié. Et un enjeu majeur que je n'ai pas encore cité, mais qui fait le lien avec la partie motorisation appliquée à l'échelle urbaine, c'est les ZFE, que la loi climat prévoit qu'ils s'appliquent pour le moins de 3,5 tonnes, donc sur les petits véhicules, que les collectivités, voilà, par équité peut-être, ont décidé d'appliquer également sur le plus de 3,5 tonnes, avec une difficulté, c'est que sur le plus de 3,5 tonnes, comme j'ai indiqué jusqu'à présent, les solutions techniques ne sont pas si évidentes. Que déjà, par exemple, on n'a pas d'essence, donc quand on dit fin du diesel, ça veut dire fin des moteurs thermiques. Donc ça donne voilà, un timing encore plus court, alors que les solutions techniques sont peut-être encore moins prêtes que sur le petit véhicule. Et donc voilà, une crainte des acteurs, et il faut qu'on accélère évidemment, mais il faut qu'on trouve ensemble des solutions qui permettent de le faire réellement. Et puis, alors je ne l'ai pas détaillé, mais sur ces sujets-là, un rapport a été remis au gouvernement il y a 15 jours, voilà, qui dit notamment, voilà, c'est un enjeu, encore une fois, comme partout, au niveau des villes, on a tendance à travailler d'abord sur la mobilité voyageur, mais il faut aussi que les collectivités se saisissent de cette mobilité marchandise pour voir avec l'ensemble des acteurs, les acteurs du transport, mais aussi les commerçants locaux, etc., de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils peuvent adapter ou pas, à quel prix, est-ce que ça suppose, voilà, si on veut moins de véhicules, est-ce qu'au lieu de livrer une fois par jour, je livre une fois par semaine les magasins, et ça suppose que le magasin il ait 7 jours de stock. Voilà, c'est le genre de choses où les acteurs publics peuvent aider à trouver des solutions avec les acteurs de la logistique, mais leurs clients, qui sont les donneurs d'ordre. Voilà, les acteurs de la logistique sont là pour répondre aux besoins des clients, les commerçants, les consommateurs, etc. Voilà, je pense que j'ai déjà été bien assez longue. Je vous remercie, et je repasse la parole à Yves en quittant la présentation. Voilà, merci beaucoup, Constance. J'ai bien noté dans votre présentation que la question de la réduction des flux était importante. Et en écho à quelques questions, je rappelle que ça a déjà commencé, puisque depuis 2008, le transport de marchandises en France est pratiquement au même niveau. Donc, autant si on se reporte dans les années 1980-90, le transport de marchandises augmentait chaque année de 2 à 3% par an, voire plus. Et là, on a déjà une forme de démobilité des marchandises. Il n'y a pas de diminution. Et quand il y a une reprise économique, comme actuellement, les flux de marchandises sont plus importants. Mais on voit quand même que l'économie se tertiarise, et qu'à partir de là, les flux de marchandises sont moins importants, ne serait-ce que, par exemple, que les flux de pétrole. La deuxième remarque, c'est de rappeler que, effectivement, le transport ferroviaire de marchandises a beaucoup régressé en France, mais que sa part de marché s'est stabilisée depuis quelques années. Elle a même peut-être très légèrement augmenté en dehors des périodes de grève, et que ça, c'est quelque chose qui est assez favorable, et d'où les ambitions du gouvernement sur le doublement du fret ferroviaire, même si l'objectif reste difficile.
Et puis, il y a eu aussi une question sur les véhicules utilitaires. Et là, Constance a bien montré que ça représente une partie importante des émissions de CO2, à peu près autant que les poids lourds, alors que c'est très, très peu en termes de trafic. Mais il ne faut pas oublier que dans ces utilitaires légers, vous avez même les camping-cars et vous avez des véhicules qui appartiennent à des familles parfois, et qu'on peut être à la fois inquiet des véhicules utilitaires légers parce qu'avec le e-commerce, on en voit de plus en plus, mais on peut être aussi un peu rassuré en termes d'émissions de CO2 parce qu'ils vont être plus facilement électrifiables que les camions. Donc, Constance a bien souligné que sur les camions et les poids lourds, les changements techniques ne sont pas encore vraiment au point, on ne sait pas vraiment vers quoi on va s'orienter, et que par contre sur les voitures, on voit bien que maintenant le processus de l'électrification est lancé et que sans doute les VUL vont suivre. Donc merci Constance. Donc je vais maintenant donner la parole à Jean Coldefy qui va présenter ATEC ITS et sa fonction et nous parler plutôt des voyageurs. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Okay. Oui, bonjour, merci Yves. Donc, ATEC ITS est une association qui regroupe des professionnels, à la fois entreprises, instituts de recherche et puis collectivités et le ministère des Transports sur la thématique des mobilités, en particulier en quoi les nouvelles technologies peuvent améliorer, optimiser le fonctionnement des mobilités. Et on a développé un certain nombre de travaux qui ont alimenté les assises de la mobilité et notamment également la loi d'orientation des mobilités depuis 2017. Là, ma présentation va donc se focaliser sur le transport de personnes et regarder quels sont les enjeux et les possibilités, les solutions en termes de décarbonation des mobilités sur le transport de personnes. Alors effectivement, je mets directement la conclusion dans le titre, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. Tout ça va demander, comme Yves l'a très bien souligné, des financements. Il faudra qu'on les trouve. Et le point fondamental, c'est qu'on a un vrai enjeu de vitesse. Voilà, on a un vrai enjeu de vitesse. Il ne s'agit pas de faire ça en 30 ans, mais de faire ça en 5 ans. Et c'est sans doute le point un peu gordien de cette affaire. Alors, si j'arrive… Voilà. Alors, Yves l'a dit, le Grenelle de l'environnement avait un objectif de 20% de baisse des émissions de GES en 2007. Et là, je vous ai mis les investissements dans les transports. Je vais être assez rapide. On voit très, très bien la courbe qui monte à droite. Ce sont les transports en commun urbains, TCU, en Île-de-France. Donc, ça, c'est l'effet Grand Paris Express. Vous avez également le ferré qui monte, mais c'est plutôt de l'entretien. Et vous voyez les LGV qui sont en vert et qui ont connu une baisse assez sensible après le programme massif d'investissement dans les années 2010. Le point important aussi à souligner, c'est qu'on a une division par deux des investissements routiers, donc en nouvelle infrastructure, je parle bien, depuis une dizaine d'années dans le pays. Vous avez à droite la part modale kilométrique, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est le nombre de kilomètres parcourus par chaque mode, et vous voyez que la route, donc la voiture, ça pèse 79,2% des kilomètres parcourus dans ce pays, et les transports en commun, grosso modo, font le reste, 20%. Alors, on a investi entre 2000 et 2019 83 milliards dans les transports publics, donc TGV, transport en commun urbain en Île-de-France et en province. 83 milliards. Quel a été le résultat de cette politique? Donc, premier point, c'est qu'effectivement, la voiture, ça a été rappelé par Constance et puis par Yves, la voiture, c'est 16% des émissions de CO2 totales de la France. Donc, c'est le point le plus important. C'est 20 fois plus que les vols intérieurs. Donc, vous voyez qu'on parle beaucoup d'un point de vue médiatique des vols intérieurs, alors que le vrai sujet, c'est quand même la voiture sur lequel il faut absolument apporter une réponse si on veut décarboner nos déplacements. Et vous regardez ici le travail d'Aurélien Bigot, un jeune chercheur qui a rendu sa thèse l'an passé, un travail très intéressant. Et historiquement, il vous montre les parts modales kilométriques. Et donc, vous voyez que la route reste à 80% depuis 30 à 40 ans dans ce pays, et que les transports en commun assurent grosso modo le reste. Donc, on a en 20 ans, avec 83 milliards, j'ai eu 3% de baisse des kilomètres parcourus en voiture, puisqu'on était à 82% en 2000, et aujourd'hui, on est à 79%.
c'est quand même un échec du report modal. Et la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi cet échec? Et l'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif de l'Union européenne, c'est de faire une baisse de 55% en 2030. Donc, vous voyez qu'on a fait en 20 ans moins 3% en mettant 83 milliards. Et aujourd'hui, on nous demande de faire 55% en moins de 10 ans. Et une neutralité en 2050. Le challenge, il est immense. Il est vraiment immense et je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment conscience qu'il va falloir changer complètement nos modes opératoires classiques pour pouvoir réaliser cette affaire-là. Ce que Yves soulignait aussi, la poursuite des tendances antérieures en termes d'action n'est plus possible si on veut tenir cet objectif-là. Alors, il faut regarder, il faut avoir une approche territoriale pour comprendre ça. Donc là, je vous ai mis les chiffres de l'INSEE suivant la taille des aires urbaines. Donc, vous avez l'aire de Paris, les grandes aires urbaines de plus de 700 000 habitants, etc. Et puis ensuite, on distingue la commune-centre, la première couronne, c'est-à-dire la banlieue, les communes de couronne, c'est-à-dire le périurbain, et puis vraiment la campagne qui est hors attraction des villes. Alors, ce qu'on appelle une aire urbaine, hein, pour que tout le monde soit bien au clair là-dessus, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central. Donc, en fait, c'est l'aire d'influence d'une ville, ce qu'on appelle aussi l'aire d'attractivité aujourd'hui d'une ville. Regardez bien ce tableau, il y a plusieurs enseignements. Premier point, 50% de la population française habite dans des zones rurales. C'est un point important. On est loin du discours en disant que les 3/4 des habitants habitent en zone urbaine. C'est inexact. Sans doute, les 3/4 des habitants habitent économiquement dans une aire d'attraction des villes, mais d'un point de vue habitat, 50% de la population habite en zone rurale. Les villes-centres des grandes agglomérations, ça pèse 8% de la population. Et quand vous regardez la répartition au sein de ces grandes agglomérations, pour un habitant dans la commune-centre, vous en avez un autre en première couronne, en banlieue, et deux autres pratiquement qui sont dans le périurbain. Et je terminerai pour dire qu'on a à peu près 50% de la population qui habite dans les couronnes des grandes agglomérations. Les situations de mobilité sont très différentes puisque aujourd'hui, les offres alternatives à la voiture sont présentes dans les communes-centres des centres urbains, 8% de la population. Et c'est pour ça que ces habitants-là font entre 5 et 10 000 km par an en voiture, alors que quand vous êtes dans le périurbain, vous avez aujourd'hui une offre qui est extrêmement faible et vous faites 20 000 km par an en voiture. Donc voilà pourquoi le report modal, malgré les 83 milliards, n'a eu que très peu d'effet sur les kilomètres parcourus en voiture, parce qu'on a mis des transports en commun urbains sur 8% de la population et on a complètement négligé le reste. Pour le dire les choses autrement, notre système de TER, de trains express régionaux, n'a absolument pas accompagné le développement des villes depuis 30 ans dans ce pays et c'est notre grande faiblesse aujourd'hui. Pour dire autrement, on a aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise, vous avez 220 000 personnes qui travaillent sur l'agglomération lyonnaise, sur la métropole de Lyon, sans y habiter. Voilà. Face à ça, j'ai une offre en TER qui sont complètement saturées aux heures de pointe, qui est de 35 000 places. Donc voilà pourquoi vous avez des bouchons à n'en plus finir sur les autoroutes en accès aux grandes agglomérations. On a un problème d'offre qui est tout à fait considérable. Et c'est pour ça aussi que les partisans de la gratuité des transports publics font une erreur de diagnostic majeure. Le problème, ce n'est pas la demande, c'est l'offre. On n'a pas assez d'offres pour pouvoir répondre à la demande et vous pouvez rendre gratuits les transports en commun. Ça ne résoudra pas les problèmes de ces fameux 50% de population qui habitent dans le périurbain et qui aujourd'hui ont très peu d'alternatives. Vous avez ici les parts modales kilométriques sur l'aire urbaine de Lyon. C'est issu de l'enquête ménage déplacement de 2015. Et donc, vous voyez que sur Lyon et Villeurbanne, en orange, les transports en commun font 50% des kilomètres et la voiture n'en fait que 27%. Voyez, et dès que vous passez le périphérique, le reste de la métropole, vous êtes à 78% de la voiture, ce qui est à peu près la moyenne nationale en part modale kilométrique. Pour dire les choses de manière un peu caricaturale, c'est que dès que vous passez le périphérique de Lyon, vous êtes dans l'Ardèche. Donc, on voit ici la faiblesse de l'offre de transport en commun en première couronne. Et regardez ensuite les liens centre-périphérie, Lyon-Villeurbanne, reste de la métropole, reste de la métropole, reste de l'aire urbaine, et puis reste de l'aire urbaine vers Lyon-Villeurbanne. Cet ensemble-là pèse 56% des kilomètres parcourus sur l'aire urbaine, tandis que les kilomètres dans la ville-centre ne pèsent que 6%. Donc, on peut déployer encore des offres dans la ville-centre, mais les enjeux ne sont absolument plus là. Les enjeux sont vraiment en première couronne et sur les liens centre-périphérie.
On voit que quand on a une offre TER, eh ben, elle fonctionne, puisqu'on voit que les parts modales kilométriques sont quand même non négligeables, une offre TER et une offre aussi de transport en commun urbain, mais on est encore très en dessous de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir faire baisser massivement la part modale kilométrique de la voiture. Alors, pourquoi j'ai parlé de transport en commun? Parce que quand vous faites une corrélation entre la part modale, c'est-à-dire le nombre de déplacements réalisés en transport en commun en fonction de la part modale de la voiture, vous regardez les 52 plus grosses agglomérations françaises et vous voyez que cette corrélation, elle est pratiquement de 1. C'est une droite quasi parfaite. Donc, mettre du transport en commun pour faire moins de voitures, c'est quelque chose qui marche, c'est démontré, j'allais dire, scientifiquement, et on le voit très, très bien. Ça marche bien mieux que le vélo pour une raison simple, c'est que les déplacements domicile-travail constituent l'essentiel des kilomètres parcourus. Ce sont des déplacements longs, puisqu'on n'habite plus à côté de son lieu de travail. Cette histoire est terminée pour l'essentiel de la population française, et que donc il faut des modes qui soient capables de parcourir des distances assez longues de manière rapide. Et les transports en commun sont un outil particulièrement adapté. Donc plus de transports en commun, c'est assurément moins de voitures. Alors la conclusion, la conséquence de tout ça, c'est que vous regardez le schéma à droite. Vous voyez dans les centres urbains sont responsables dans les grandes aires urbaines de 2% des émissions de la mobilité des aires urbaines, et les liens centre-périphérie font à peu près 50% des émissions. Donc, il faut vraiment agir sur ces liens centre-périphérie et par le déploiement d'une offre massive de transport en commun. Je pense qu'il faudrait multiplier par 3 l'offre de transport en commun au sein de la première couronne et dans les liens centre-périphérie. Dans la deuxième couronne, donc dans le périurbain, les déplacements internes au périurbain, c'est manifestement par le déploiement du véhicule électrique que cette affaire-là va se passer. Alors, multiplier par 3 l'offre de transport en commun au sein des premières couronnes et dans les liens centre-périphérie, ça coûte beaucoup d'argent. Ça a été estimé. Donc, d'abord, il y a la mise à niveau de l'infrastructure ferroviaire, ce qui prendra beaucoup de temps. Le Conseil d'orientation des infrastructures et la Commission 21 avaient estimé l'effort à 15 milliards d'euros. C'est le fameux nœud ferroviaire lyonnais, pour ceux qui connaissent l'agglomération. Les packages liens centre-périphérie, donc l'idée, c'était d'utiliser les autoroutes avec des voies dédiées sur autoroute pour des cars express à haute fréquence, donc toutes les 2, 3, 5 minutes sur des voies réservées, avec des parcs relais attenants, avec des systèmes numériques permettant d'accéder à tous ces services de manière simple et unifiée. ATEC ITS avait fait un travail d'évaluation de cette affaire-là et chiffrait ça à 13 milliards d'euros. Et il faudra, en plus des transports en commun en site propre, donc métro, tramway, mais plutôt tramway et bus à haut niveau de service, en première couronne et entre ville-centre et première couronne. Donc là, ça dépendra de là où en sont les agglomérations, mais on peut estimer, si vous voulez, que l'effort qui est fait sur le GPE en Île-de-France, il faudrait le faire dans la quinzaine d'agglomérations françaises, certainement pas en métro, mais avec des moyens plus adaptés, et ça va coûter aussi un certain nombre de milliards. Donc l'ensemble pourrait se chiffrer à 50 à 60 milliards. La question, c'est de faire ça en 5 ans et pas en 30. Voilà. Alors, on a plusieurs possibilités, parce qu'on en a quand même, j'allais dire, sous la pédale. Le premier point, c'est réduire les coûts. Les coûts de la SNCF au train kilomètre, c'est 2 fois ceux de la Deutsche Bahn, 19 € train kilomètre versus 18 versus 9. Et on a vu que sur l'appel d'offres en région sud, à la fois Transdev a remporté l'appel d'offres sur une des lignes Marseille-Nice avec le même budget et 2 fois plus de trains. Donc, réduire les coûts, quand vous mettez en concurrence, vous pouvez offrir pour le même budget public 2 fois plus de trains. Et la SNCF, sur le lot qu'elle a remporté sur l'étoile ferroviaire de Nice, a pratiquement fait pareil. Donc, ça veut dire qu'on a des gains de productivité qui sont importants et on pourra offrir plus de services. Voilà. Si on fait ça sur l'Île-de-France et l'ensemble des régions françaises, on pourrait dégager 2 milliards d'euros par an, avec une hypothèse à 30%, sachant qu'on est déjà à 50% aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est redéployer les moyens là où sont les besoins. On sait aujourd'hui, vous discutez un certain nombre de responsables régionaux, qu'on a un certain nombre de lignes de train qui sont complètement sous-utilisées, pour ne pas dire pas utilisées, souvent au diesel, parce que c'est des lignes non électrifiées. Pratiquement une ligne sur deux, 1 kilomètre sur deux n'est pas électrifiée en France. Donc, on fait rouler des trains diesel de 100 tonnes vides et qui coûtent 5 fois plus cher au kilomètre en argent public, alors que des cars pourraient très bien faire l'affaire et ils sont beaucoup plus souples. Et on a des très bons exemples qui montrent que ça fonctionne très bien. Par ailleurs, on a dans les centres-villes, encore aujourd'hui, je prends l'exemple de Paris, une offre de bus qui est surabondante compte tenu du fait qu'on a sur Paris, par exemple, une station de métro tous les 300 mètres et qui sont très peu efficaces puisqu'ils roulent à moins de 10 km/h.
Et donc, on pourrait redéployer ces moyens-là là où sont les besoins, c'est-à-dire en première couronne, notamment, ou en deuxième couronne. Le troisième axe, c'est retrouver des capacités de financement. Donc, un ratio recettes sur dépenses, c'est-à-dire la part, la contribution de l'usager aux dépenses d'exploitation. Aujourd'hui, l'usager paye un quart des coûts d'exploitation. On était à 70% en 1975. La plupart des villes allemandes sont à 70-80% du financement par l'usager des coûts des transports. Si on retrouve un R sur D de 50%, on peut dégager 6 milliards par an. Et je pense qu'il faudra également déployer un pass mobilité qui intègre la voiture sur les grandes agglomérations, c'est-à-dire qu'on fasse contribuer l'usager de la route, et particulièrement avec le déploiement du véhicule électrique, ça va devenir indispensable, avec un paiement léger du type 1 à 2 euros par jour ouvrable, pour pouvoir financer un programme de construction d'alternatives à la voiture, notamment de transport en commun, et donc un programme qui devrait être défini conjointement entre région et métropole, puisqu'on voit bien que cette affaire-là dépasse les seules frontières des métropoles. Et pour des questions d'équité sociale, on pourrait exempter le premier, voire le second décile de revenus. Ça pourrait permettre de dégager pour les métropoles concernées 1,5 milliard d'euros par an. C'est ce que font depuis 30 ans les villes scandinaves, et ça fonctionne parfaitement bien. Oslo notamment, qui dégage 300 millions d'euros par an, dont 60% sont affectés au financement des transports en commun. Donc vous voyez les capacités énormes qu'on peut dégager avec ce type d'outils. Donc, pour terminer, je dirais, on a devant nous deux voies possibles. Soit on poursuit dans l'augmentation des contributions publiques aux mobilités, et avec une régulation qui, de fait, se fait par la congestion, c'est-à-dire qu'on gêne la voiture, et on aura un impact extrêmement lent sur les émissions de CO2, et puis une poursuite des déséquilibres territoriaux, puisque vous avez des centres urbains qui sont très pourvus d'une mobilité subventionnée, avec des périphéries qui n'en ont quasiment pas, avec une mobilité qui est financée à 100% par les ménages. Le déploiement de la gratuité des transports publics me fait dire qu'hélas, on poursuit encore dans ce scénario 1, qui, je crois, est une réminiscence du slogan des années 68 qui disait « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave », c'est-à-dire un slogan qui focalise encore nos dépenses sur la consommation, alors qu'aujourd'hui, il va falloir réduire la consommation et augmenter les investissements. Soit, effectivement, on finance les mobilités à l'usage et on dégage des financements pour accélérer. Et la grande question éternelle, ça sera celle de l'efficacité et de l'équité sociale et territoriale. Il faudra, si on veut faire baisser massivement le trafic routier, et on peut le faire d'ici 10 ans de 50%, il faudra déployer des alternatives à la voiture au-delà des centres-villes. Voilà. Pas de report modal sans offre alternative, mais pas de report modal sans offre alternative, et ensuite des contraintes sur la voiture particulière. Il faut donc déployer et financer rapidement ces solutions. Je terminerai avec deux citations. Celle de l'économiste du milieu du XXe siècle, François Pérou, qui rappelait, j'ai commencé à le faire, qu'on ne saurait augmenter l'investissement sans diminuer la consommation. Chaque économie ne peut élever le niveau de vie des générations ultérieures, sinon en imposant un sacrifice aux consommations présentes. C'est vraiment, je pense, le nœud gordien de notre affaire. Si on veut pouvoir améliorer la situation de nos enfants, il va falloir qu'on fasse plus d'efforts. C'est quand même ce qu'avait fait une certaine génération au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qu'on a oublié depuis 1970 dans ce pays. Il va falloir qu'on revienne à un niveau d'investissement beaucoup plus important avec une répartition consommation-investissement qui change. Voilà. Keynes disait aussi que les politiques doivent faire des arbitrages entre efficacité, liberté et équité, et il remarquait que les capitalistes avaient privilégié efficacité et liberté au détriment de l'équité, que les communistes avaient sacrifié les deux premières pour l'équité. Ben voilà. Pour réussir le changement climatique, je crois qu'on sera obligé de concilier les trois. Je vous remercie. Bien, merci, merci beaucoup Jean, voilà, qui va déconnecter son écran. Le message est clair, il est presque, j'allais dire, violent, puisqu'il s'agit pour atteindre des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, ça a été rappelé au début, un véritable défi. Il faut complètement changer de paradigme, puisqu'au lieu d'encourager les mobilités en réduisant le coût, que ce soit par exemple par la gratuité des infrastructures routières ou la gratuité des transports collectifs, il faudra au contraire en augmenter le coût pour la collectivité et le coût pour les individus. Je crois qu'on est là effectivement sur le nœud gordien de la question de la décarbonation.
puisque quand on évoque la COP26 ou les problèmes climatiques, on a souvent des actions de gens qui reprochent aux États de ne pas en faire assez. Si les États n'en font pas assez, ce qui est une évidence, c'est parce qu'ils se heurtent à des problèmes d'acceptabilité, parce qu'il faudra augmenter le coût de la mobilité, soit en temps, parce qu'il va falloir prendre des transports collectifs qui vont être un peu plus compliqués, soit en argent, parce qu'il va falloir payer un péage urbain, comme Jean l'a dit, dans les grandes villes, ou tout simplement parce qu'il faudra que le carburant soit plus coûteux. On a bien vu depuis quelques semaines la difficulté de faire accepter cette augmentation du coût. Et donc, on reste un petit peu interdit en se disant, mais est-ce que l'échec du Grenelle de l'environnement dans ce domaine, il n'y a pas eu que des échecs dans le Grenelle de l'environnement, est-ce qu'on va vraiment pouvoir atteindre les objectifs à l'horizon 2030? On reviendra à ça avec les questions à la fin. Je vais maintenant donner la parole à Frédéric Bavrez, Keolis, qui va peut-être plus faire un focus sur la question des transports collectifs. Je vous donne la parole, Frédéric. Merci beaucoup, Yves. Bon, en fait, en premier lieu, mais en étant directement dans le prolongement de l'intervention que vient de faire Jean-Claude Défi, moi, je tiens en fait à insister sur le fait que le transport public est en soi un élément de réponse en fait aux défis climatiques du seul fait qu'il est partagé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est partagé, c'est sûr effectivement que la consommation d'énergie, quelle que soit l'énergie qu'on utilise, est plus faible que si on prend une voiture individuelle ou un deux-roues motorisé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément préliminaire, c'est de rappeler qu'au moins dans les agglomérations, une bonne partie du transport public, il se fait de manière native avec de l'énergie électrique. Parce qu'il y a du métro, il y a du tramway. À Lyon, il peut y avoir aussi du trolleybus. Et quand vous regardez les métropoles en fait en France, vous avez déjà à peu près 60% des voyages en transport public qui sont faits avec de l'énergie électrique. Et dans l'agglomération de Lyon, le réseau TCL, on est quasiment en fait à 75%. Donc on est déjà sur du transport public qui est au moins dans les grandes agglomérations assez largement décarboné. Donc les transports publics sont un élément de la solution. Ils ne peuvent pas tout, mais évidemment, ils doivent être totalement intégrés dans l'approche sur la décarbonation. Alors la première question moi, qu'on m'avait posée, c'était effectivement où est-ce qu'on se situe après le Covid, où je serais tenté de dire à ce stade du Covid, parce que malheureusement, la pandémie n'est pas complètement derrière nous. De ce point de vue, et c'est la seule slide que je souhaitais projeter, je voulais vous donner, je ne sais pas si ça apparaît, l'évolution de la fréquentation sur les grands réseaux urbains de Keolis en France, sachant que comme Keolis est l'opérateur de référence des métropoles en, fait, en France, c'est un échantillon qui est quand même très représentatif. On voit bien la diapo à l'écran ? Non, non, pas encore. Ah, vous ne la voyez pas. Alors, il faut… Je vais la chercher sur le… Non, normalement, je pensais qu'elle était projetée. Attendez, je vais reprendre le truc. Parce que moi, je la voyais comme étant projetée. Donc, c'est dommage que j'arrive pas. Alors, parce que tout à l'heure, ça fonctionnait. Peut-être arrêter et recommencer, je pense. Oui, si vous voulez, moi, je peux la projeter. Ah ben, si vous pouvez la projeter, Yves, c'est voilà. parfait. Donc, il faudrait que vous arrêtiez votre partage d'écran, Frédéric, pour que je puisse partager le mien. Voilà, donc il faudrait que Frédéric Bavrez arrête son partage d'écran. Voilà. C'est bon ou pas ou… Non, vous ne l'avez pas arrêté, là, le partage d'écran. Parce que ce qu'il me propose, c'est de quitter la réunion, ce qui m'inquiète un tout petit peu. Non. Tout en haut de, vous avez l'option pour arrêter le partage d'écran. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Voilà, je vais montrer tout de suite là, votre diapositive. Voilà, la voilà. Est-ce que vous la voyez apparaître? Voilà, bah écoutez, désolé pour… Mais donc, vous avez… Donc, c'est la mesure en fait hebdomadaire de la fréquentation dans les 15 plus grands réseaux de Keolis en fait en France depuis le début de la pandémie, donc février 2020, et c'est mesuré par rapport en fait à 2019 à chaque fois sur des semaines identiques. Et ce que vous observez, bon, on voit très clairement l'impact des 3 confinements et qui ont été en fait assez différents. On le voit effectivement sur la fréquentation, avec parfois des différences
selon qu'on regarde ce qui est la courbe rouge, les lundis au vendredi ou qu'on regarde samedi en vert ou le dimanche en bleu. Mais ce sur quoi je souhaiterais en fait revenir, c'est surtout la partie droite de la courbe, c'est-à-dire qu'en fait, on est revenu aujourd'hui à un niveau qui est à peu près de l'ordre de 90%. C'est à peu près homogène selon les agglomérations, il peut y avoir des petites différences. C'est très homogène selon les modes que l'on considère. Que l'on considère le métro, le tramway ou le bus, on est sur des niveaux qui sont en fait assez comparables. Alors, deux remarques complémentaires qui vous surprendront peut-être. À l'exception de la Chine, on constate effectivement dans la quinzaine de pays où Keolis opère qu'on est en France sur des taux qui sont plutôt plus élevés qu'à l'étranger. C'est-à-dire que les gens sont davantage revenus dans les transports en commun en France que dans les autres pays. J'insiste, Chine exceptée. Et le deuxième point qui peut surprendre, c'est qu'en fait, la baisse des recettes est un peu plus faible que la baisse de la fréquentation. C'est-à-dire que quand on se compare là aussi par rapport à 2019, on constate que la baisse des recettes est un petit peu plus faible. Et l'explication, en fait, elle est assez simple. C'est surtout les abonnés qui se déplacent en fait un peu moins. Ils ont gardé leurs abonnements, mais par contre, effectivement, on a des déplacements qui sont un peu plus faibles, ce que l'on estime a priori principalement dû au télétravail. Alors, si on essaye de se projeter sur les mois qui viennent, chez Keolis, on est plutôt optimiste et on s'attend effectivement, en gros, grâce à la vaccination et en supposant bien entendu qu'il n'y ait pas un nouveau variant qui vienne déjouer la stratégie vaccinale, on pense qu'on retrouvera au dernier trimestre 2022 la fréquentation du dernier trimestre 2019. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on aura en fait en 3 ans absorbé l'impact de la pandémie, mais de façon très claire, c'est plutôt les arguments fondamentaux en faveur du transport public en termes de praticité ou en termes de coût qui l'emporteront. Parce que dans le même temps, on a une situation qui est effectivement un peu paradoxale, c'est-à-dire que, alors même qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées dans le monde entier qui montrent que dès lors que le port du masque est obligatoire et respecté, le risque de contamination est très faible dans les transports publics. Donc, cette donnée étant avérée, malheureusement, on a une opinion publique, et c'est très fort en fait en France, qui considère que les transports publics restent un lieu fort de contamination. Et pour tout vous dire, les Français, encore aujourd'hui, considèrent qu'il n'y a que la boîte de nuit qui les expose davantage au risque de contamination que le métro. Donc, on a encore effectivement une part des clients qui ne reviendront pas, mais les clients qui ne reviendront pas n'empêcheront pas de gagner dans le même temps d'autres clients. La deuxième question en fait à se poser quand on regarde la situation des transports publics post-pandémie, et on peut en fait supprimer la slide de l'écran, c'est comment le modèle économique du transport public ressort au sortir de la pandémie. Donc c'est là où on retrouve davantage le lien avec le titre sur le quoi qu'il en coûte. Et de ce point de vue, je serais tenté de dire que la réponse, elle est malheureusement en fait assez simple. Le transport public en France, il est rentré dans la pandémie avec une situation qui était déjà fragilisée et qui était caractérisée, et Jean-Paul Defil a tout à fait justement relevé cette situation, elle est de faiblesse, elle était caractérisée par le déclin continu de la part payée par le voyageur dans le système global, investissement et fonctionnement. Et ça, c'est valable pour le transport urbain comme pour le transport régional. Donc, toutes les composantes du transport public sont touchées. Donc, il était faible en entrant et il en sort encore plus faible en fait après la pandémie, puisqu'on s'est retrouvé, si je simplifie, avec une augmentation des coûts et une baisse des recettes. Et c'est ce qui a conduit le gouvernement à demander à Philippe Duron de faire un rapport qu'il a sorti en fait assez récemment sur le modèle du transport public avec 48 recommandations sur lesquelles je reviendrai très rapidement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse continue de la part payée par le voyageur? En fait, vous avez 4 phénomènes qui se conjuguent. Il y a des investissements importants qui ont été engagés, et Jean-Claude Defil a aussi eu l'occasion de le préciser. C'est des investissements qui ont été réalisés dans les infrastructures, qui ont été réalisés dans le matériel roulant, le matériel roulant ferroviaire, métro, tramway, bus. Ça a été également des systèmes qui visent à améliorer le confort du voyageur. C'est de la billettique, c'est des systèmes d'information voyageurs et qui représentent des coûts d'investissement, mais qui représentent ensuite aussi des coûts de fonctionnement. Donc, on a d'une certaine manière augmenté et amélioré l'offre.
Le deuxième point qui a joué, c'est que le modèle français du coût du travail a joué à plein, c'est-à-dire que dans une activité où plus de 50% des coûts sont des coûts de main-d'œuvre, c'est sûr qu'il y a eu une dérive en fait assez forte des coûts. Troisième élément qu'on ne cite, à mon sens, pas assez, ça a été le relèvement permanent des normes techniques et sociales, avec parfois, honnêtement, quand on compare la France avec les autres pays, un délire bureaucratique qui est réel, et qui ont contribué en fait à augmenter les coûts. Et pour moi, c'est très frappant. Nos législateurs continuent à ignorer complètement le coût et le poids sur la compétitivité du pays de ce délire normatif. Et puis, le quatrième élément qui a joué, c'est une réticence réelle des autorités organisatrices, en fait, à augmenter les tarifs à hauteur de l'amélioration du service, voire même simplement à hauteur de l'évolution des coûts, de l'inflation tout simplement, et à multiplier quand même assez largement les formules permettant des réductions fortes. De ce point de vue, il y a une exception, il y a une autorité organisatrice qui fait exception, c'est le Citral, qui est la seule qui a eu effectivement une approche vertueuse, qui a augmenté régulièrement les tarifs au niveau de l'inflation, et ce qui lui permet effectivement aujourd'hui d'abord d'avoir investi régulièrement dans le réseau et de se retrouver avec la part modale le plus élevé, le taux de voyage par habitant le plus élevé et le taux de couverture des dépenses par les recettes le plus élevé. Donc, je serais tenté de dire que le Citral et le réseau TCL est un peu un exemple de la manière vertueuse dont on peut essayer d'éviter la fuite en avant dans le quoi qu'il en coûte, tout en arrivant en fait à un résultat satisfaisant sur le plan des transports publics. Pour contribuer au débat, moi, je voulais simplement faire un zoom ensuite sur la partie économique sur 3 points qui sont d'actualité quand on parle des transports publics et qui sont au moins pour 2 d'entre eux au cœur du rapport Duron. La menace que constitue la gratuité totale, qui est quand même une incarnation du quoi qu'il en coûte, le recours à la concurrence, l'aide de l'État au secteur du transport public. Je serai en fait assez rapide parce que la gratuité totale, ça a été pointé aussi bien par Jean Coldefy que par Yves Crozet. Bon, c'est sûr, là je suis sur la gratuité totale, je ne suis pas sur de la gratuité partielle pour certaines catégories d'usagers ou pour certains jours de la semaine. Ça fait de plus en plus d'émules et ça a été quand même le marronnier de la dernière campagne pour les élections municipales, avec des élus considérant que c'était la bonne réponse en fait aux défis climatiques. Alors, les premiers qui le contestent, c'est les usagers à travers la FNOT, mais c'est certain que quand on essaye de regarder la chose de manière en fait un peu froide, la gratuité totale ne répond pas à ces enjeux. D'abord, ça ne favorise pas le report modal, en tout cas de la voiture individuelle, c'est-à-dire que l'augmentation de la fréquentation qu'on observe, elle provient clairement de la marche à pied et du vélo, et c'est assez cohérent puisque personne, on ne voit pas un automobiliste décider de ne pas prendre les transports en commun parce qu'ils sont trop chers, la voiture individuelle étant toujours plus chère que les transports en commun, donc l'argument économique ne tient pas. Elle n'a rien d'équitable puisque ça prive le transport public du financement de ceux qui le peuvent. Comme me l'a dit une fois un élu, pour lui, la gratuité, ça revient à faire financer par les pauvres le transport des riches. Et je reconnais que la formule est un peu simpliste, mais elle peut faire mouche. Et troisième point, les utilisateurs du transport, ils ne demandent pas la gratuité. J'en ai pas encore trouvé un. Et Keolis, c'est le premier opérateur de transport urbain en France. On n'a pas encore vu un utilisateur nous demander de la gratuité. Ils veulent plus de services, de nouvelles dessertes, une meilleure fréquentation ou une plus grande amplitude. Donc, la gratuité totale apparaît bien comme une fausse bonne idée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Philippe Duron, dans son rapport, il a quand même en fait essayé de limiter l'accès à la gratuité en formulant des recommandations qui visent en fait à pénaliser les autorités organisatrices qui auraient recours à la gratuité. Deuxième sujet, le recours à la concurrence. Là aussi, je rejoins sans difficulté Jean Coldefy. Le transport conventionné en France, c'est-à-dire le transport public qui est fait pour le compte d'une autorité organisatrice par un opérateur, c'est 22 milliards d'euros jusqu'en 2020. Quand on regarde effectivement la partie qui était réellement confiée au privé, une fois qu'on retire les monopoles et qu'on retire les régies, il restait 6,5 milliards. C'est moins d'un tiers, c'est largement moins que dans tous les autres pays européens. Et on sait tous que la France, en fait, a pris largement son temps pour transcrire le règlement OSP de 2007 qui prévoyait effectivement l'ouverture à
à la concurrence, et notamment en Île-de-France, qui représente en gros la moitié des 22 milliards. Enfin, on y est arrivé. Donc maintenant, la France a enfin viré sa cutie, et c'est une bonne chose, puisque la concurrence apporte bien de la créativité, de la qualité de service, de l'innovation, et évidemment la baisse des coûts à travers une recherche d'optimisation économique par des opérateurs mis en concurrence. Maintenant, soyons clairs, il faut que le législateur et le gouvernement ne cherchent pas à entraver la libre concurrence et cherchent plutôt à la favoriser. On a eu l'exemple récemment de l'ouverture des bus de la RATP, où très clairement, toute l'action du gouvernement a cherché en fait à empêcher que la libre concurrence ne s'exerce. Et le troisième zoom que je voulais faire rapidement, c'est sur l'aide de l'État au transport public. On a beaucoup salué le quoi qu'il en coûte au moment de la pandémie, et c'est certain que ce que le gouvernement a fait en matière d'aide au chômage partiel, de prise en compte des gardes d'enfants, les PGE, tout ça, c'était adapté pour permettre aux entreprises de survivre, et ça mérite effectivement d'être salué. Mais c'était tout secteur d'activité confondu. Il n'y avait pas de particularité pour les transports publics. Et quand on regarde les choses d'un peu près, alors même que le transport public, en fait, a pris de plein fouet la crise, plus que pas mal d'autres secteurs, peut-être moins que d'autres comme l'événementiel, mais l'a quand même pris. Ce que l'on constate, c'est que l'État, en gros, n'a fait d'efforts que pour l'Île-de-France et le ferroviaire. L'Île-de-France, parce que Valérie Pécresse a engagé et a vraiment bien joué, elle a engagé, elle a gagné son bras de fer. Et le ferroviaire, mais le ferroviaire qui a été essentiellement apporté à la SNCF à travers un État qui jouait le rôle d'actionnaire, qui jouait le rôle de garant du réseau. Et là, encore, quand on regarde ce qui s'est fait à l'étranger, la différence est assez forte. Et le rapport Durand a bien pointé, puisqu'ils ont regardé ce qui s'était passé dans toute une série de grands pays de l'OCDE. La France a largement moins aidé les transports publics, en tout cas sur la partie régionale, que ce soit le TER ou que ce soit le transport urbain, l'aide a été beaucoup plus faible. Et ce que je peux un peu surtout déplorer, c'est que quand on regarde ce qui a été fait au titre du plan de relance, c'est rebelote. C'est-à-dire que sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, vous avez 300 millions d'euros pour le transport urbain de province et vous avez 50 millions pour le vélo. Les seules aides qui ont été apportées au titre du plan de relance dans le transport public, c'est à la SNCF et à l'Île-de-France, et avec une part pour les transports du quotidien qui est très faible, quand dans le même temps, on a pu trouver pour des secteurs qui étaient moins vertueux au regard du plan climatique pas mal d'argent. Il y a eu 10 milliards pour la voiture, 10 milliards pour l'aérien. Quand je me mets au niveau européen, on a toutes choses égales par ailleurs à peu près la même chose. On sait que c'est l'Allemagne qui oriente de manière vraiment quasi unilatérale le Green Deal. Et sur le Green Deal, il y a beaucoup d'argent mis pour la voiture. Il n'y a pas grand-chose qui est mis pour décarboner les bus et les cars. Et au final, quand je regarde d'ailleurs plus généralement ce que l'État, depuis qu'il a augmenté la TVA sur les transports de 5,5 à 10%, a fait pour les transports du quotidien, très clairement, il a pompé plus d'argent qu'il en a redistribué. Donc, sans être dans une logique de plaignant ou de demandeur, je considère qu'en fait aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, il ne se penche pas particulièrement sur l'avenir du transport public, alors même, comme je le rappelais en introduction, que le transport public peut être un des leviers importants pour décarboner notre mobilité. Voilà ce que je voulais évoquer. Bien, merci beaucoup Frédéric Bavrez. Donc là aussi, le constat est, disons, relativement sévère, comme ça a été le cas pour Jean Coldefy, mais avec quand même un peu d'optimisme en disant que des choses peuvent changer, mais qu'il va falloir y mettre le prix et que effectivement le prix, notamment en dépenses publiques, risque d'être assez élevé si on veut faire en province les investissements qui ont déjà été faits à Paris. Voilà, donc je vois que le temps tourne, donc je vais donner la parole à Cécile Maisonneuve qui se présentera et donc va aborder d'autres aspects de la tarification. Allez-y, Cécile. Merci beaucoup, Yves. Merci et bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Maisonneuve et je vais m'exprimer aujourd'hui en tant que senior fellow de l'Institut Montaigne. Donc, l'Institut Montaigne, qui est un think tank indépendant, une plateforme à la fois
d'analyse, de propositions, d'expérimentation, notamment sur les politiques publiques en France. Et ce que je vais partager aussi avec vous aujourd'hui est issu des que j'avais mené dans le cadre de la Fabrique de la Cité, un think tank sur l'innovation et prospective urbaine qui travaille notamment sur les sujets de mobilité. Alors, vous le disiez, Yves, moi, je voudrais donner une autre perspective qui est une perspective internationale sur des exemples en fait, de tarification. Pour rebondir sur la phrase que vous avez prononcée, c'est que on ne peut pas continuer comme on l'a toujours fait avec les mêmes recettes. Jean l'a parfaitement dit. Enfin, je crois que là, on est tous assez dans la même ligne. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de manières de travailler à cette question absolument cruciale du financement de la mobilité. Donc, ça, c'est le côté positif. Et puis peut-être sur l'aspect, non pas négatif, mais qu'il faut bien constater, c'est que ça demande juste un petit peu de courage, même beaucoup de courage, de la constance, parce que je pense que ça, c'est important également. La décarbonation de la mobilité, le sous-titre, ça pourrait être de l'importance d'être constant. Et également la conscience que tout mécanisme technique appelle un travail au moins équivalent sur la fabrication de l'acceptabilité de ce mécanisme, et que c'est jusqu'alors quelque chose qu'on a peut-être laissé de côté. Donc, je vais vous donner d'abord quelques exemples d'outils de financement qu'on a pu observer ici et là dans quelques géographies. Pour ce faire, je vais vous partager très peu maintenant à l'écran. Donc, dans le cadre de ce travail que j'évoquais à la Fabrique de la Cité, nous avions voulu regarder comment d'autres géographies travaillaient sur le financement. Et plusieurs exemples avaient été étudiés. Moi, j'en ai retenu 3 parce qu'ils peuvent appuyer les messages qui ont déjà été d'ailleurs ceux de Jean ou de Frédéric. L'exemple de la Norvège et à travers l'exemple d'une ville d'Oslo. Pourquoi est-ce que la Norvège, c'est intéressant? D'abord, vous le savez, on peut considérer qu'en termes de décarbonation de la mobilité, c'est un des pays les plus avancés du fait de l'importance du parc électrique et du fait aussi qu'en Norvège, comme en Suède d'ailleurs, quand on parle décarbonation de la mobilité, on ne regarde pas que la voiture individuelle, mais on veut s'attaquer à l'ensemble des véhicules, enfin de tout ce qui roule. C'est un exemple intéressant aujourd'hui parce que je parlais de constance. C'est l'exemple typique, et là je rebondis sur la citation de Jean à la fin, d'un consensus non seulement politique, mais également intergénérationnel. Quand vous regardez comment ont fonctionné les mécanismes de financement de la transition, c'est vrai également si vous regardez la taxe carbone en Suède, ce sont des mécanismes qui se sont déroulés sur 20 ans. Alors là, on retrouve le petit problème qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que nous, on n'a pas 20 ans pour agir, mais qui se sont déployés dans le temps et avec j'allais dire, des repères, des étapes très clairement annoncées à la population. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Donc Oslo, c'est un exemple intéressant au sens où, d'une part, vous avez eu une politique très active pour déployer, pour favoriser la mobilité électrique, en réduire le coût par rapport à la mobilité thermique, et ça s'est traduit aussi bien par un ensemble de mesures fiscales prises pour certaines au niveau national, pour d'autres au niveau local. Avec le national et le local, c'est important aussi, qui se répondaient, peut-être qui se tiraient la bourre, mais dans le bon sens, puisque quand l'un avançait, l'autre avançait aussi. Donc ça, je pense que c'est un sujet important quand on parle de décarbonation, voir comment l'État ou les collectivités peuvent avancer. Et puis également, ce qu'on a donné aux gens pour les favoriser l'électrification, on leur a donné pas seulement de l'argent à travers ces mesures, on leur a donné de l'espace. C'est-à-dire qu'on a agi sur l'espace public pour donner des privilèges, des avantages à ceux qui choisissaient de la mobilité électrique. En parallèle, d'abord pour financer ces infrastructures de transport, ensuite dans une deuxième étape, pour déployer davantage de transports publics, Oslo a créé un système de péage urbain. Et j'en citais les villes nordiques, effectivement, ils ne sont pas les seuls. Notons d'ailleurs que depuis quelques années, si vous regardez à l'échelle du monde entier, les péages urbains sont en croissance partout. C'est un sujet qui devra absolument à la table en France. On a eu une occasion manquée
avec la loi d'orientation sur la mobilité. C'est absolument regrettable parce qu'on n'y échappera pas. Et ce qui est intéressant dans le cadre de ce péage urbain, c'est que ça a été affecté à la mobilité, affecté à des investissements, que ce soit dans le nouveau matériel roulant ou dans le déploiement des infrastructures, notamment de transport public. Donc, ce thème de l'affectation est important et j'ai été surprise, heureusement surprise, d'entendre il y a quelques jours Bruno Le Maire l'aborder, le ministre des Finances, parce que normalement, le dernier bastion où on n'aime pas entendre parler d'affectation en France, c'est Bercy. Et donc là, je pense qu'il se passe quelque chose. Si on veut dire les choses simplement, affectation et acceptabilité, c'est les deux faces d'une même médaille. Un autre exemple, celui de l'Oregon. Alors, on change complètement de géographie, mais il est intéressant parce que là, on parle du rural. Et généralement, quand on parle, on l'a bien compris, hein, quand on parle de mobilité, on se concentre sur là où finalement il y a très peu de gens qui vivent, mais bon, peut-être tous les journalistes ou pas mal de politiques, donc ça intéresse beaucoup plus. Et l'Oregon, c'est intéressant, pas du tout pour des raisons de décarbonation, hein, soyons clairs. Ils expérimentent un système de tarification à l'usage. Voilà, plus vous roulez, plus vous payez, qui pourrait être une base extrêmement intéressante pour réfléchir au passage d'une tarification de la mobilité fondée sur le pétrole, puisqu'il s'agit de changer le système, à une tarification de la mobilité qui prenne en compte le fait qu'on va de plus en plus avoir des véhicules électriques. Donc, c'est une expérimentation extrêmement intéressante, non seulement parce que, je le disais, elle permet de réfléchir au financement de la mobilité dans des territoires peu denses, parce qu'ensuite, elle permet il y a une dimension de test qui a permis de voir vraiment très précisément comment ça pouvait se déployer dans le temps. Et puis aussi, elle est intéressante, et je pense que le principe d'expérimentation, il ne faut pas l'abandonner, c'est de voir comment l'Oregon finalement a coalition d'États autour de cette expérimentation. Et je pense que c'est quelque chose auquel il nous faut également réfléchir, cette espèce de coalition ad hoc de gens qui veulent aller plus vite que les autres, parce que sur ce thème, on va avoir des gens qui seront plus volontaristes, des collectivités, des villes, parce que toutes les villes n'ont pas le même ADN, donc ça peut être intéressant de regarder. Dernier exemple, une grande métropole, New York, avec un plan de financement, je vais dire tripartite, non pas le déploiement accru du métro new-yorkais, mais sa remise à niveau, ce qui était absolument nécessaire. Là, pourquoi c'est intéressant, l'exemple de New York? C'est bon, là encore, on retrouve péage urbain dans le centre très dense new-yorkais, et le péage urbain, en l'occurrence, s'apparente à un mécanisme de solidarité interterritoriale. Je pense que le sujet de l'équité, contrairement à ce qu'on pense, le péage urbain est beaucoup, beaucoup plus équitable que tout mécanisme, gratuité, etc., qui est anti-équité au dernier degré. Et donc là, ce n'est pas intuitif, il faut l'expliquer. Mais voilà, on va continuer de l'expliquer parce que je pense qu'on n'échappera pas. En plus, ça permet de rapporter beaucoup d'argent. Deuxième mesure, là encore, toutes ces fantastiques mobilités urbaines qu'on a développées dans les zones denses, elles ont eu une vertu pour les gens qui habitent, c'est qu'elles ont fait augmenter le prix de leurs biens immobiliers. Eh bien, là encore, l'idée que les plus-values liées à cette augmentation, notamment apportées par des infrastructures et des services de mobilité très performants, faut les rendre à la collectivité. Et New York a mis en place une surtaxation des biens au-delà d'un certain prix, qui va aussi rapporter beaucoup d'argent au système. Dernier point, c'est intéressant parce que ça fait le lien avec la mobilité des biens. C'est une taxe sur le e-commerce qui va financer, alors dans une proportion bien moindre, bien sûr, mais qui va financer une partie du nouveau système de mobilité. Il est vrai que ces nouvelles pratiques doivent être intégrées dans une réflexion plus globale quand on parle du financement et de ce que les économistes, là c'est à vous que je parle, Yves, appellent l'internalisation des externalités. Alors après, si on veut réfléchir finalement, donc ça c'est tous les dispositifs qu'on a étudiés dans le cadre de ce rapport de la Fabrique de la Cité qui a 2 ans, mais qui, je pense, n'a pas pris une ride, il va falloir faire des arbitrages. Alors, vous voyez qu'on peut avoir à la fois beaucoup de décarbonation et beaucoup de recettes. C'est tout ce qui se situe en haut à droite de ce schéma. Et puis, je dois constater que si on regarde en France récemment, l'actualité récente, on a plutôt choisi ce qui se situe
en jaune en bas. C'est-à-dire que ça décarbonise moyen, et en tout cas, ça ne rapporte pas du tout, à travers les ZFE ou quelquefois même les interdictions pures et simples. Donc ça mérite vraiment qu'on s'y arrête parce que il va falloir, on l'a dit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, investir beaucoup d'argent, mais il n'est pas certain que les choix que nous faisons depuis quelques années le permettent, des choix qui sont sous contrainte, mais sous une contrainte qui me paraît extrêmement maximisée dans le système français, c'est la contrainte qu'on s'est auto-imposée depuis les Gilets jaunes, c'est-à-dire d'exclure de recourir au signal prix. De facto, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui en France. Et donc, on se prive de tout un tas d'outils. Et là, il faut avoir une vraie réflexion sur comment la politique doit intervenir pour favoriser l'acceptabilité, je le disais. Alors, je conclurai là-dessus pour garder un petit peu de temps pour le débat. Effectivement, c'est un concept risqué et là, je voulais prendre un exemple. C'est l'exemple de tout ce qui se passe dans les espaces publics, sur les trottoirs de nos villes, ce que les Américains appellent le curb management. Le curb, c'est la courbe, c'est-à-dire la bordure de trottoir. Et je m'appuie sur les travaux qu'on avait lancés à la fois à la Faculté de la Cité et ceux que continue de mener Isabelle Barraud-Serfati. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est que le quoi qu'il en coûte, là on en parle depuis le début en matière financière, mais on peut en parler en matière d'usage de l'espace public, on peut en parler aussi en matière de numérique. Le quoi qu'il en coûte n'est pas la bonne manière de poser les choses dans aucun de ces domaines. La réalité, c'est que la décarbonation de la mobilité, ça va être des arbitrages extrêmement fins, des arbitrages politiques qui vont devoir sans arrêt allier des injonctions ou des contradictions. L'exemple de tout ce qui se passe dans l'espace public est assez intéressant, me semble-t-il. On est en train de remplir nos trottoirs de tout un tas de choses, des bornes électriques, des trottinettes, du mobilier urbain, alors soit de loisirs culturels, ça c'est plus traditionnel, le fameux kiosque ou les terrasses. On va voir débouler de plus en plus d'infrastructures liées également à la logistique. Bref, c'est un encombrement accru, donc des conflits d'usage encore plus importants sur l'espace public, et tout ça va falloir le réglementer. Alors, on peut le réglementer de bien des manières, on peut avoir des réglementations classiques par la loi. On peut aussi travailler, et ça je pense qu'il ne faut pas sous-estimer dans la décarbonation, on en a peu parlé, mais le rôle du numérique quand même, de tout ce qui va concerner le partage des données. Vous êtes, Yves, je le sais, vous avez beaucoup travaillé sur comment les autorités de transport doivent devenir des autorités de multimodalité dans la mobilité. Et tout ça, ça veut dire beaucoup de partage de données qui va être un outil permettre de à la fois maximiser, consolider également dans le cas de la logistique ou même dans le cas de la mobilité des personnes. Donc, ne sous-estimons pas ces outils. Le sujet, ça va être de partager les données sans aboutir à des pratiques de traçage généralisé des gens, de même que le sujet, ça va être d'accentuer la concurrence parce qu'effectivement, on est dans une mobilité de plus en plus éclatée. Alors, s'il faut que certaines choses soient rationalisées, oui, il va falloir aussi beaucoup de concurrence, ne serait-ce que pour en diminuer autant que possible, en minimiser autant que possible les coûts pour les usagers. Donc, je terminerai là-dessus en vous remerciant. Très bien, merci beaucoup Cécile. On a relativement peu de temps pour le débat. Si je regarde les questions qui sont arrivées, il y a quand même des interrogations sur l'affirmation, par exemple, de Jean Coldefi disant qu'on va pouvoir diviser par deux le trafic automobile si les transports collectifs sont mieux développés, notamment en première couronne ou dans les relations centre-périphérie. Et donc, la personne qui pose la question se demande s'il n'y aurait pas d'autres solutions en remettant en cause cette espèce de métropolisation rampante qui se fait et qui fait que l'emploi se développe en France aujourd'hui uniquement dans les grandes métropoles. Mais je pense que là, on est sur une autre question.
Je pense que pour conclure, puisqu'il nous reste que 5 minutes, et il ne faut absolument pas qu'on déborde parce qu'il y a d'autres sessions des journées de l'économie ensuite, je voulais revenir sur un point important, peut-être en vous montrant, en partageant mon écran sur une ou deux slides très simples. Si vous regardez ce qui se passe en matière de coût de la tonne de CO2, bien, vous vous apercevez que quand on est sur la partie haute du graphique, c'est l'économie administrée. Et donc, les principaux coûts de réduction sont portés par la collectivité. Vous voyez le chiffre qui est à droite, valeur révélée par la réglementation et subvention. Mon collègue Lasse Fridström de Norvège a montré que les dépenses publiques pour pousser à l'électrification du parc automobile en Norvège, c'est l'équivalent de 1 370 € la tonne de CO2 évitée, ce qui est énorme. Les dépenses qui sont faites en Europe, en France, c'est plutôt aux alentours de 390-400 € par tonne de CO2 évité, ce qui est très supérieur à la taxe carbone que vous avez en dessous. La taxe carbone aujourd'hui en France, dans les secteurs qui la payent, donc pas tous, c'est 44,6 € la tonne. Et on voit bien que ce qui a été évoqué avec l'idée de péage urbain, avec l'idée de hausse des prix des carburants, l'idée de sensibiliser l'usager à la question du CO2, c'est bien de basculer le coût de la tonne de CO2 du secteur public au secteur privé, puisque ça, c'est ce qu'on voit dans la partie basse du graphique, ou qu'il s'agisse de la taxe carbone à droite, ou qu'il s'agisse de la valeur de la tonne de CO2 sur les marchés d'échange des permis négociables. Ce prix était très faible, aux alentours de 2 €. Il est actuellement supérieur à 60 €, mais on reste à des prix très, très bas. Il faut bien comprendre que ces prix-là sont nettement inférieurs à ce que vous avez en haut à gauche. En haut à gauche, c'est tout simplement le coût qui a été supporté par la France, l'Allemagne, etc., lié à la pandémie. Puisque beaucoup, au moment de la pandémie, nous ont dit, grâce à la pandémie, nous sommes dans la bonne direction, puisque les émissions de CO2 ont beaucoup baissé pendant les confinements. Le problème, c'est que pour baisser les émissions pendant le confinement, il a fallu arrêter beaucoup d'activités et que le coût de baisse de produit intérieur brut par tonne de CO2 évité dans l'année 2020, ça nous amène la tonne de CO2 à 6 500 €. Et on voit bien que la question sur laquelle on va pouvoir clore ce débat, c'est de savoir quel va être l'arbitrage, pour reprendre le terme de Cécile, entre l'action par la réglementation, les subventions qui sont nécessaires, par exemple au transport collectif, la réglementation sur l'électrification des véhicules, les livraisons de marchandises en ville, etc. Qu'est-ce qui peut être pris par la réglementation et supporté souvent par des subventions, et qu'est-ce qui peut être pris par le secteur privé, et notamment les personnes qui se déplacent, soit sous la forme de taxe carbone, soit sous la forme de valeur de la tonne de CO2, si par exemple le transport aérien rentrait dans le système d'échange négociable. Et je crois que là où les décideurs publics ont failli, pour reprendre l'expression de Greta Thunberg, par exemple, qui critique régulièrement les décisions des États, c'est que pour l'instant, on a toujours considéré que les choses devaient changer en faisant supporter le coût par la collectivité. Ça a été très net, bien sûr, pendant les confinements, puisque le coût a été supporté par le déficit public et pas par la baisse du revenu des ménages. Et donc, jusqu'où on pourra éventuellement transférer le coût de la décarbonation, au moins en partie, vers une partie des acteurs privés. Donc, la question de l'acceptabilité ici reste forte. Et pour ma part, j'ai été un petit peu surpris de l'émotion qu'a suscité la hausse des prix des carburants et la hausse des prix de l'énergie en France en cet automne, puisque la hausse des prix des carburants, c'est quand même quelque chose qui est sans doute inévitable dans le cadre de la transition vers un système plus respectueux de l'environnement. Voilà, donc je pense qu'on va terminer ici cette session en remerciant les 4 intervenants, en remerciant les participants et leurs questions, et en soulignant qu'on est effectivement dans une situation de défi majeur et que la tendance actuelle, c'est plutôt de ne pas remplir les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2030. Peut-être on les atteindra en 2050, mais d'ici là, le stock des émissions aura beaucoup augmenté. Donc, nous sommes clairement devant un risque, une fois de plus, de ne pas atteindre nos objectifs en matière de climat.
voilà, cette constat est peut-être un petit peu négatif, mais je pense qu'il vaut mieux l'évoquer clairement. Voilà, je vous remercie tous, auditeurs et intervenants, et à bientôt pour une prochaine session des Journées de l'économie. Merci. Au revoir.